Bonjour à tous et bienvenue à vous au webinaire de l'Institut Carnot-Art sur l'hydrogène et la transition énergétique. Moi, je suis Marine Giraud, en charge de l'organisation technique pour la société Actenmatch. Je vais vous donner simplement quelques informations sur l'interface pour que vous puissiez être bien à l'aise et être le plus interactif possible avec nous et que vous puissiez profiter de la meilleure expérience possible. Déjà, ce que vous devez savoir, c'est qu'au départ, quand vous arrivez dans l'interface, la capsule audiovisuelle, elle est un petit peu au milieu, c'est-à-dire qu'elle mord un peu sur le contenu. Ce que je vous invite à faire, c'est à cliquer sur le petit icône qui s'affiche. Je vais vous le montrer avec une flèche. Ici, cette icône vous permet de basculer la capsule audiovisuelle en haut à droite de l'interface. Donc, vous aurez une expérience plus fluide. Vous pourrez voir la totalité du contenu, des vidéos et des intervenants. Et puis, on vous a mis deux canaux de chat que vous voyez donc en bas à droite de l'interface. Le premier canal, c'est un canal qui est plutôt dédié aux commentaires. Dites-nous si tout va bien pour vous en termes de son, d'image, si vous avez quelques problématiques que ce soit. Guillaume et moi sommes à votre disposition dans le chat. Et puis, pour toute question relative au contenu que vous souhaiteriez poser aux intervenants, vous pouvez cliquer avant d'envoyer le message sur le point d'interrogation. Et à ce moment-là, ça va marquer votre question directement et on pourra la prendre et la mettre en valeur dans un deuxième temps au milieu de l'interface. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces deux canaux pour interagir avec nous. Pour information, par défaut, votre caméra et votre micro sont coupés, donc vous ne pouvez pas les activer. Vous pouvez simplement interagir avec nous dans le chat. Donc, voilà pour cette petite introduction. Et puis, je vais laisser la parole aux intervenants. Je vous souhaite un excellent webinaire et on reste avec Guillaume à votre disposition pour toute question. Merci à tous. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Soyez les bienvenus à ce webinaire proposé par l'Institut Carnot-Art, dont je tiens à saluer le directeur, Philippe Véron, également président du réseau français des 39 Instituts Carnot. Je suis Alain Lagier et je le salue aussi très amicalement en tant que collègue, tous deux enseignants aux arts et métiers depuis de nombreuses années. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui est l'hydrogène, un élément que les médias semblent découvrir depuis quelques mois, mais que le monde industriel connaît quelquefois assez mal. Certains le créditent d'énergie du futur, inépuisable, tandis que d'autres le considèrent presque avec méfiance en cette période de transition énergétique. Qu'en est-il plus précisément? Pour faire la part des choses le plus objectivement possible, nous avons confié à deux de nos étudiants ingénieurs en phase diplômante de faire un état de l'art sur cet hydrogène, accompagné d'une analyse énergétique la plus rigoureuse possible. Nous sommes fiers de leur passer la parole pour qu'ils vous présentent les résultats de leur travail. Des résultats qui vont sans doute amener débat et discussion. Nous attendons donc vos remarques, vos apports, ainsi que vos questions qui ne pourront qu'enrichir leurs propos. Nous y répondrons après la présentation. Je laisse donc à l'instant la place à Benjamin Amigou et à Edgar Perriot. Merci à Monsieur Lagier pour cette introduction et bonjour à tous. Vous avez tous entendu parler de l'hydrogène comme solution pour la transition énergétique et c'est sûrement pour cela que vous êtes sur ce webinaire aujourd'hui. L'hydrogène dont il est question est en fait du dihydrogène, qui est une molécule qui contient de l'énergie, mais on l'appellera hydrogène par abus de langage tout au long de la présentation. Dans quelle mesure donc peut-il participer à la transition énergétique, cet hydrogène? C'est ce que nous allons voir dans cette présentation. Benjamin et moi-même avons travaillé à l'état de l'art de l'hydrogène disponible à la fin via un lien de téléchargement, état de l'art de la technologie hydrogène et de ses applications, ainsi que l'identification des enjeux et verrous à lever. Nous avons été encadrés par deux professeurs pendant ce travail, Monsieur Lagier qui a introduit ce webinaire et Monsieur Véron, directeur de l'Institut Carnot, qui nous a proposé de vous présenter aujourd'hui les résultats de notre travail. Donc notre but aujourd'hui est de vous transmettre les clés de compréhension de la technologie hydrogène à travers des ordres de grandeur qu'on a voulu les plus fiables possibles et sur lesquels nous restons évidemment ouverts à la discussion.
Tout au long de cette présentation, nos références seront affichées en bas des diapositives si vous voulez en savoir plus sur leurs hypothèses. Avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter brièvement l'Institut Carnot qui nous permet de faire ce webinaire aujourd'hui. Cet institut s'attelle à la recherche et au développement en partenariat avec les entreprises. C'est un institut pluridisciplinaire qui est présent dans toute la France et dont un des axes et domaines de compétences est l'hydrogène pour la transition énergétique. Au sommaire de ce webinaire, une mise en contexte pour vous familiariser avec la technologie hydrogène. Ensuite, une présentation de la civilisation hydrogène, c'est-à-dire comment l'hydrogène et pourquoi il peut permettre la réduction de l'impact environnemental de nos activités dans beaucoup de domaines. Puis dans une deuxième partie, nous aborderons donc les limites et verrous à l'utilisation de cet hydrogène afin de nuancer la première partie. Nous verrons dans cette partie pourquoi l'hydrogène est compliqué à mettre en œuvre, les difficultés inhérentes à cette technologie et à son déploiement, pour enfin conclure. Alors, pour comprendre pourquoi on s'intéresse tout particulièrement à l'hydrogène aujourd'hui, il est intéressant de regarder le contexte économique. Alors, tout d'abord, les technologies ont atteint une maturité qui aujourd'hui leur permet un premier développement. De plus, l'hydrogène est arrivé à un point où on lui donne un taux de croissance d'environ 100% par an pour les 10 prochaines années, donc jusqu'à à peu près 2030. Et ceci permettrait de créer environ 100 000 nouveaux emplois directs en France. Tous ces bonus économiques font que aujourd'hui, les pays investissent de manière conséquente dans l'hydrogène, avec par exemple un investissement de 7 milliards d'euros en France jusqu'à 2030 et en Europe bien plus. Afin de savoir un petit peu dans quelle direction on va pouvoir aller, la France a mis en place un Conseil national de l'hydrogène qui regroupe 16 industriels afin de donc décider de la direction à prendre. Donc l'hydrogène représente aujourd'hui un marché en pleine expansion et la France met actuellement en place les institutions et les aides pour se positionner sur ce marché. Alors l'hydrogène, même si on le présente comme l'énergie du futur, n'est pas une énergie à proprement parler, mais uniquement un vecteur d'énergie. Et donc ce vecteur peut être fabriqué par une source d'énergie qui, elle, pourrait être fossile et carbonée. Le fait que ce ne soit qu'un vecteur fait que on ne peut pas aller le chercher dans le sol, il va falloir le fabriquer tout d'abord, donc par plusieurs méthodes que nous verrons plus tard. Une fois qu'il a été fabriqué, cet hydrogène doit être stocké, puis transporté jusqu'à son lieu de distribution et d'utilisation. Alors pour clarifier un petit peu les différents types d'hydrogène dont on va pouvoir parler par la suite, aujourd'hui on parle beaucoup de couleurs. Alors tout d'abord l'hydrogène vert, qui va être un hydrogène fabriqué par électrolyse de l'eau à partir d'électricité provenant uniquement d'énergie renouvelable. Ensuite, on a l'hydrogène gris, qui est un hydrogène fabriqué par procédé thermochimique, avec comme matière première des sources fossiles, comme par exemple le charbon ou le gaz naturel. Ensuite, on a un hydrogène bleu, qui va être fabriqué de la même manière que l'hydrogène gris dont nous parlions un peu plus tôt, avec une différence, c'est que le dioxyde de carbone qui sera émis lors de sa fabrication sera capté pour être ensuite soit réutilisé, soit stocké. Et finalement, on a un quatrième type d'hydrogène qui va être plus spécifique à la France, qui sera l'hydrogène jaune. C'est un hydrogène qui est fabriqué par électrolyse comme l'hydrogène vert, mais dans notre cas, l'électricité proviendra essentiellement d'énergie nucléaire. Donc ça, c'est les noms que vous avez pu trouver dans la littérature jusqu'à aujourd'hui. Mais récemment, l'ADEME a demandé à ce qu'on change de nom pour les noms qui s'affichent à l'écran maintenant. Et donc l'hydrogène qu'on appelait jusqu'ici hydrogène vert sera maintenant appelé hydrogène renouvelable. Ensuite, l'hydrogène qu'on appelait hydrogène gris sera appelé hydrogène fossile. Et finalement, les hydrogènes qu'on appelait bleu et jaune seront appelés hydrogène bas carbone. Maintenant qu'on vous a présenté un petit peu le contexte de l'hydrogène, on va s'attaquer vraiment au vif du sujet et donc à la première partie qui est la présentation de la civilisation hydrogène et de voir un petit peu toutes les sphères de l'économie dans lesquelles l'hydrogène pourrait rentrer. Un premier point très important à évoquer dans cette civilisation hydrogène est que l'hydrogène qu'on va utiliser aura été fabriqué par électrolyse de l'eau.
Alors l'électrolyse de l'eau, rapidement pour ceux qui ne savent pas ou un petit rappel pour les autres. Le principe, c'est qu'on va prendre des molécules d'eau, leur appliquer une énergie électrique et que cette énergie électrique va permettre de dissocier la molécule d'eau en des molécules de dihydrogène et de dioxygène. Et ceci va aussi émettre de la chaleur. Donc un point très important sur lequel j'insiste, c'est que dans notre civilisation hydrogène, qui sera en fait une civilisation peu émettrice de carbone et propre, il faudra absolument que l'hydrogène soit vert ou renouvelable. Alors quelques chiffres rapidement sur cette méthode d'électrolyse de l'eau. Alors pour fabriquer une tonne d'hydrogène, on va utiliser entre 40 MWh pour une fourchette assez basse et un peu plus de 50 MWh. On va du coup prendre de l'eau et donc ceci va nous permettre de fabriquer à la fois du dihydrogène et du dioxygène. Aujourd'hui, les coûts de l'hydrogène sont encore très élevés et bien supérieurs au coût du vaporeformage. Donc ils sont à 4 € pour une échelle basse et ils peuvent monter à presque une vingtaine d'euros en échelle haute. Et donc là, en fait, les questions seraient est-ce qu'ils peuvent atteindre les mêmes niveaux que l'hydrogène fossile aujourd'hui? Et en quelque sorte, comment les atteindre? Et c'est un petit peu la question d'aujourd'hui sur la fabrication d'hydrogène. Une fois qu'on a fabriqué notre hydrogène, donc on va le transporter et l'amener sur le lieu d'utilisation. Et là, il va pouvoir être valorisé de plusieurs manières possibles. La première est celle qu'on a considérée comme la plus grande et la plus importante, sera la mobilité et le transport. En effet, en France, le transport va émettre 27% des émissions de gaz à effet de serre totales. Et si on prend en compte le fait que l'intérêt premier de l'hydrogène est de décarboner la société, alors c'est forcément un point sur lequel il va falloir s'attarder. Ensuite, un autre point intéressant de l'hydrogène est qu'il permet de stocker en grande quantité de l'énergie et en particulier de l'électricité. En effet, par le procédé d'électrolyse, on peut stocker de l'électricité pour la réinjecter sur le réseau plus tard. Ensuite, d'autres applications qu'on peut voir, on a l'utilisation industrielle de l'hydrogène pour la création de chaleur ou l'injection directe dans les réseaux de gaz. Cet hydrogène sera réutilisé de deux manières différentes. La première étant la combustion directe, donc qui va être la solution privilégiée pour la création de chaleur ou en injection directe dans les réseaux de gaz, et qui peut aussi être utilisée en mobilité, où l'hydrogène en fait sert dans un moteur thermique à le faire rentrer en mouvement tout simplement. Aujourd'hui, on va plus souvent mettre des piles à combustible dans les voitures à hydrogène, puisque cela permet d'augmenter les rendements. Et donc la pile à combustible sera aussi la solution choisie pour le stockage d'électricité pour réinjection sur les réseaux. Alors la première valorisation sur laquelle on va un peu plus s'attarder est le développement d'un mix électrique fortement renouvelable. En effet, aujourd'hui, un des gros problèmes des énergies renouvelables est leur intermittence. Et pour pallier ce problème, l'hydrogène propose une solution intéressante. En effet, aujourd'hui, lorsque l'électricité est fabriquée, il faut absolument qu'elle soit injectée sur les réseaux et utilisée. Sinon, on a présence d'une électricité fatale, entre guillemets, qui ne peut pas être utilisée et qui sera immédiatement perdue. La solution que propose l'hydrogène pour ça est d'utiliser l'électrolyse pour fabriquer de l'hydrogène qui sera ensuite stocké. Cet hydrogène pourra être stocké à un temps court, donc pour stocker par exemple une production de solaire de jour pour la nuit, ou même un temps plus long pour du stockage intersaisonnier. Et quand le réseau sera déficitaire, par contre, l'hydrogène pourra être réutilisé dans une pile à combustible pour fabriquer de l'électricité. Et donc un point qui est important à retenir, c'est que dans notre cas, encore une fois, de civilisation hydrogène propre, uniquement énergie renouvelable, ceci ne sera possible que selon la boucle qui est présentée à l'écran, avec donc effectivement une fabrication d'hydrogène lorsque le réseau électrique est excédentaire et une utilisation lorsque le réseau électrique est déficitaire. La deuxième application qui va nous intéresser est le développement d'une mobilité propre. En effet, aujourd'hui, la mobilité représente, comme on l'a dit, plus de 25% des émissions de gaz à effet de serre en France. Et comme on peut le voir sur le graphique à l'écran,
la solution hydrogène permet des réductions assez importantes d'émissions de gaz à effet de serre. En effet, si l'on s'intéresse au cas le plus défavorable, on va passer pour un véhicule diesel de 40 à 45 tonnes équivalent CO2 sur toute la vie du véhicule à un peu plus de 35 pour un hydrogène fabriqué par vaporeformage. Dans le cas le plus favorable de l'hydrogène, où on aura donc un hydrogène fabriqué par électrolyse renouvelable, eh bien, l'hydrogène, la voiture à hydrogène, aura eu des émissions de CO2 équivalentes de l'ordre de un peu moins de 15 tonnes pour un véhicule sur toute sa vie. Donc là, on voit bien qu'une telle diminution, qui est de l'ordre d'environ 75%, serait très intéressante pour développer une mobilité bas carbone. Il ne resterait plus dans ce cas qu'à s'intéresser à la fabrication de la voiture et à baisser ses émissions afin d'avoir une mobilité qui est entièrement propre. Donc voilà, rapidement pour conclure sur notre civilisation hydrogène. Donc, dans le cas de cette civilisation, on aurait donc une grande quantité d'énergie renouvelable qui permettrait de fabriquer une grande quantité d'hydrogène propre, qui permettrait d'alimenter beaucoup de sphères de la société. Par exemple, on aurait des réseaux de gaz qui présentent beaucoup d'hydrogène, des stations-service à hydrogène un petit peu partout, etc. Et donc là, maintenant, je vais passer la main à Edgar pour parler des limites et verrous. Benjamin vous a présenté la civilisation idéale dans laquelle l'hydrogène est massivement utilisé. La success story en quelque sorte de l'hydrogène. À moi maintenant de vous présenter les quelques verrous à sa mise en œuvre. Une première limite de l'hydrogène est liée à sa chaîne de valeur complexe, chaîne énergétique présentée par Benjamin un peu plus tôt. En effet, on peut voir à l'écran qu'il y a 5 grosses étapes dans cette chaîne hydrogène et ces étapes ont des rendements énergétiques qui vont s'enchaîner. Et à chaque étape, une partie de l'énergie de l'étape précédente aura disparu. Nous nous sommes donc intéressés à l'application de l'hydrogène aux voitures pour illustrer ces rendements qui sont affichés à l'écran. On aura seulement 39% de l'énergie primaire qui va être transformée en énergie électrique, puis de ces 39%, seulement 60% à 70% seront contenus dans l'hydrogène et ainsi de suite. Au total donc, après cumul de ces rendements, seulement 5 à 10% de l'énergie initiale arrivera jusqu'aux roues de la voiture à hydrogène. Ces rendements de 5 à 10%, on ne peut pas dire tels quels s'ils sont bons ou mauvais. Pour cela, il faut les comparer à des applications similaires pour des énergies différentes. Donc, dans un premier temps, la voiture thermique. On peut voir pour la chaîne énergétique de la voiture thermique qu'il y a 4 étapes de perte d'énergie. Dans un premier temps, il faut extraire le pétrole, puis il faut le raffiner. Ensuite, le transporter jusqu'aux stations-service pour pouvoir faire le plein de notre voiture et finalement la faire avancer. Ces étapes consomment de l'énergie et la chaîne énergétique complète de la voiture thermique a un rendement assez proche du rendement du cycle hydrogène, quoique un peu meilleur, de 9 à 11%, pardon. Mais dans la diapositive suivante, on va voir que la voiture à batterie est beaucoup plus efficace. En effet, il y a seulement 3 étapes de potentielle perte énergétique pour le cycle des voitures à batterie. En premier, la production d'électricité, donc ensuite le transport de l'électricité dans le réseau avec un rendement de 94%, puis l'utilisation avec un rendement très bon de 69%. Ce cycle global de la voiture à batterie, cette chaîne énergétique a un rendement de 25%, ce qui est bien meilleur que les 2 cycles précédents que nous avons présentés. Une voiture à hydrogène aura donc besoin de 2,5 à 5 fois plus d'électricité que le véhicule à batterie pour faire le même trajet. C'est quelque chose qu'il faudra garder en tête, à mon sens, pour un choix potentiel de mobilité verte à grande échelle. Mais pourquoi est-ce que les rendements de cette chaîne hydrogène sont-ils si mauvais ? Eh bien, je vais essayer de vous présenter toutes les étapes de la chaîne énergétique de l'hydrogène et vous apporter des réponses à cette question. En premier, nous allons regarder de plus près les rendements pour la production d'hydrogène depuis l'énergie primaire. En France, on a un rendement de 39% pour la production électrique, c'est-à-dire qu'on a besoin de 2,58 kWh d'énergie primaire pour produire 1 kWh d'électricité. Ensuite, si la production d'hydrogène est mitoyenne à la production d'électricité, on a un rendement de 100% dans le transport d'électricité, sinon on aura besoin
de passer dans le réseau électrique avec un rendement de 94%, puis un passage dans un redresseur puisque l'électrolyse a besoin de courant continu, et enfin on arrive à l'électrolyseur qui, en étant assez optimiste, a des rendements de 70 à 85%. Ce qui fait que dans la production d'hydrogène au total, on a un rendement de 23 à 30%, et ce qui est assez faible en effet, car rien que la production d'hydrogène équivaut au total de la voiture électrique à batterie, qui, on le rappelle, a un rendement de 25%. Une fois l'hydrogène produit, l'hydrogène doit être stocké, parce que l'hydrogène n'est pas assez dense pour être utilisé tel quel. En effet, on peut voir en haut à droite de cette diapo, 1 litre d'essence contient autant d'énergie que 3 mètres cubes d'hydrogène à 1 bar. D'où l'intérêt de transformer cet hydrogène en augmentant sa densité énergétique dans un volume utilisable. Pour cela, on pourra par exemple le comprimer à 700 bars, et à 700 bars, seulement 7 litres d'hydrogène contiendront autant d'énergie qu'un litre d'essence. Si on veut le densifier encore plus, on pourra aussi le liquéfier à moins 253 degrés Celsius, et on aura alors autant d'énergie dans 4 litres d'hydrogène liquide que dans 1 litre d'essence. Mais ces transformations coûteront de l'énergie, avec un rendement de 65% pour le stockage liquide et jusqu'à 80% pour le stockage gazeux. Ensuite, si l'hydrogène est utilisé à l'endroit différent de son lieu de production, eh bien on aura besoin de transport par gazoduc ou par camion, pour citer les plus probables. Et ces transports nécessitent de l'énergie également, d'où un rendement qui sera de 90% dans le pire des cas, et de 100% si aucun transport n'est nécessaire, c'est-à-dire si on utilise l'hydrogène à l'endroit de sa production. Je vous avais présenté des rendements dans les blocs utilisation pour les voitures à hydrogène, thermique et à batterie qui étaient différents. Je vais rapidement vous expliquer pourquoi ces rendements diffèrent d'une technologie à une autre. Pour la voiture à hydrogène, on aura dans cette utilisation une pile à combustible, ensuite un onduleur, un moteur, puis une transmission. Dans une voiture thermique, on n'aura pas besoin de transformer le carburant en amont du moteur. Donc on a le moteur, pour lequel le rendement est pris en fonctionnement réel et non nominal. Puis on a une boîte de vitesse et une transmission. Pour le véhicule à batterie, c'est assez similaire du véhicule à hydrogène, seulement on a à la place de la pile à combustible une charge et une décharge dans une batterie. Ce qui fait qu'on a les rendements affichés sur cette diapositive de 40% pour la voiture hydrogène, 16 à 20% pour le véhicule thermique et 69% pour le véhicule à batterie. Ces mauvais rendements énergétiques ont des implications sur les ressources énergétiques qui vont être nécessaires au fonctionnement à grande échelle de ces véhicules. Par exemple, si on veut remplacer les voitures thermiques par les voitures à hydrogène, il faudrait doubler la production électrique française actuelle pour produire l'hydrogène de ces voitures. Ce qui représente un enjeu très important, entre autres en termes d'acceptation sociale, au niveau de l'installation de nouveaux moyens de production électrique par exemple. Au niveau mondial, pour produire les besoins actuels d'hydrogène avec de l'électrolyse, eh bien, cela demanderait d'augmenter de 15% la production électrique mondiale, donc également un enjeu au niveau de la construction de moyens de production électrique. Puis pour finir, sur un point complémentaire aux ressources énergétiques, les véhicules à hydrogène ont besoin de 2 fois plus de ressources abiotiques que les voitures thermiques. Ressources abiotiques, c'est-à-dire des métaux rares tels que le platine. Et à savoir également que les voitures à hydrogène sont 18% plus lourdes que les voitures thermiques, ce qui impliquera une consommation énergétique supplémentaire. Ensuite, je vais vous parler de l'enjeu de modification des moyens de production de l'hydrogène. En effet, actuellement dans le monde est produit 70 mégatonnes d'hydrogène à 98% à partir d'énergie fossile, et en France 880 kilotonnes à 95% à partir d'énergie fossile. En France, ça représente quand même une pollution assez importante parce que ça pollue autant que 1,5 million de Français, d'où le besoin de décarboner cette production. Pour décarboner la production, il faut s'assurer de produire l'hydrogène par électrolyse, mais également s'assurer que l'électricité fournie à l'électrolyse soit bas carbone. Donc il faut décarboner la production actuelle, ce qui représente un challenge assez important, car il faut à la fois remplacer les moyens de production d'hydrogène par des électrolyseurs, mais aussi construire suffisamment de moyens de production d'électricité bas carbone. Et donc ces efforts, il faudra les multiplier dans le futur, car on aura besoin de bien plus que 880 kilotonnes d'hydrogène par an. En effet, si on veut avoir tous les transports qui fonctionnent à l'hydrogène en France, il faut multiplier par 10 notre production d'hydrogène annuelle. La production de cette quantité d'hydrogène
par vaporeformage, donc par un moyen actuel via énergie fossile, représenterait 20% des émissions françaises totales, tandis que si on les produit par l'électrolyse renouvelable, donc si tout est fait de manière idéale, c'est seulement 3%, donc c'est quand même assez intéressant. Par contre, il ne faudra pas se tromper, car si on utilise de l'électricité carbonée comme celle du mix européen pour l'électrolyse, eh bien cette production polluera 2 fois plus que la production par vaporeformage. À titre de comparaison, au total, la mobilité thermique, c'est 27% des émissions françaises. Pour finir, je vais vous parler de la difficulté de transformation de l'écosystème et pourquoi est-ce que l'hydrogène a du mal à se mettre en place dans nos activités et quelles en sont les raisons. Il y a 3 raisons que nous avons essayé de détailler. Dans un premier temps, il y a le coût. Donc l'hydrogène renouvelable est 3 fois plus cher que l'hydrogène carboné. Donc c'est déjà un premier stop pour les utilisateurs. Aujourd'hui, donc l'hydrogène vaut à la pompe entre 10 et 15 euros le kilo. Il faudrait qu'il coûte 8 euros pour qu'il soit équivalent au pétrole et 4 euros pour qu'il y ait une parité avec l'électricité des voitures à batterie. Dit autrement, l'hydrogène est 1,5 fois plus cher que l'essence et 3 fois plus cher que l'électricité pour les voitures à batterie. Comme on a vu que les voitures à hydrogène aussi avaient besoin de 2,5 à 5 fois plus d'électricité que leurs homologues à batterie, eh bien ce sera impossible, sauf subvention, d'arriver à la parité entre l'énergie électrique et l'énergie hydrogène. Ensuite, on a un problème d'infrastructures qui sont très loin derrière les infrastructures concurrentes en termes de nombre. Donc en effet, on a seulement 43 stations de distribution d'hydrogène en France. Donc si on veut acheter un véhicule hydrogène, eh bien c'est assez compliqué et on va peut-être plutôt s'orienter vers un véhicule à batterie pour lequel il y a 30 000 bornes de recharge publique. Et pour information, il y a 11 000 stations-service pour la voiture thermique aujourd'hui en France. Enfin, au niveau de la production, il faudrait multiplier par 20 donc les capacités d'électrolyse actuelles en France pour remplacer la production carbonée. Donc tous ces éléments un peu bloquants font qu'il y a beaucoup de chantiers à mettre en œuvre en parallèle et c'est pour ça que l'écosystème hydrogène a un peu de mal à se mettre en place et que c'est peut-être assez compliqué de parier sur un écosystème qui ferait effectivement des économies globales en matière de gaz à effet de serre. Je vais laisser maintenant la parole à Benjamin pour conclure. Donc, rapidement, si on veut conclure, donc, on peut dire que effectivement, l'hydrogène aujourd'hui est intéressant. En effet, son potentiel de diminution de gaz à effet de serre est très très élevé. On a vu, on pouvait passer de 25% à peu près pour les émissions de gaz à effet de serre pour ce qui était de la mobilité à seulement 3%. Donc ça représente une baisse vraiment drastique. Et aussi, comme on a vu un petit peu dans le contexte, son potentiel économique est élevé avec beaucoup d'emplois et beaucoup d'argent à la clé. De plus, aujourd'hui, la solution hydrogène a une faisabilité technologique qui a été prouvée. Et donc, tous ces points-là font que, effectivement, on a envie de se lancer dans la technologie. En revanche, produire beaucoup d'hydrogène pour absolument tout le monde par électrolyse va demander une quantité d'électricité très importante, ainsi qu'une quantité de ressources abiotiques aussi assez élevée. De plus, la production d'hydrogène est encore très carbonée, comme l'est la production d'électricité aujourd'hui, qui serait nécessaire pour fabriquer l'hydrogène. Et finalement, la technologie est encore très coûteuse. Donc en fait, si vous deviez ne retenir qu'une chose de notre présentation, c'est que effectivement, aujourd'hui, il est intéressant de se lancer dans l'hydrogène d'un point de vue technique. Par contre, si on veut s'y lancer, il est important de se poser les bonnes questions. Est-ce que ce qu'on va faire va vraiment décarboner la société et pourquoi on fait ça? Donc, on a terminé avec notre présentation. Maintenant, on va répondre à vos questions si vous en avez. Voilà, donc on va passer à la séance questions-réponses. Donc, vous pouvez revenir, réactiver la caméra, le micro. Donc, pareil pour Benjamin et Alain. Merci beaucoup. Oui, donc bonjour à tous et merci pour votre participation donc à ce webinaire. Vous avez été nombreux à réagir là sur le fil de discussion. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va
reprendre un petit peu les différents points et les différentes questions qui ont été mentionnées. Alors, certaines ont déjà eu des éléments de réponse, mais je pense que pour quelques-unes, on peut peut-être revenir quand même, revenir dessus. Donc, on peut peut-être apporter un peu plus de précision sur la réponse de Quentin Bautier sur les stations-service hydrogène pour voitures, chères et complexes à mettre en place. Qui répond à ça? Qui complète la réponse? Alors, en fait, donc aujourd'hui, les stations-service qu'on connaît, ça va être des stations à essence. Donc globalement, l'essence est apportée jusqu'ici. Et une fois qu'elle est là, on a simplement à la mettre dans la voiture en la faisant passer à travers un tuyau. Pour de l'hydrogène, c'est plus complexe puisque, comme on vous l'a dit, il existe toute une chaîne de valeur un peu plus compliquée, donc où il va falloir faire plusieurs étapes à la suite avant d'arriver à un hydrogène qu'on peut vraiment utiliser. Donc on va commencer en général, donc il sera apporté sur place d'abord. Une fois qu'il sera sur place, il va être comprimé. Donc sur les voitures, ça va être le monter jusqu'à 700 bars. Donc vous pouvez imaginer un peu les, les compresseurs dont on doit avoir besoin, les réservoirs dont on va avoir besoin sur place, etc. Et une fois qu'il sera comprimé, il va encore falloir le refroidir avant de pouvoir l'injecter dans le réservoir. Donc ça fait beaucoup de choses à la suite qui vont du coup coûter cher à installer déjà et coûter cher à l'utilisation ensuite. Ok. Alors ensuite, il y a une question il y a plusieurs questions autour de l'utilisation de l'hydrogène. Elle a été initiée par Michael Barra. Hydrogène utilisé pour produire de l'énergie électrique, mais est-ce qu'on peut effectivement l'utiliser directement comme carburant dans des moteurs thermiques? Moi, je vais prendre cette question. Alors, c'est vrai qu'on peut l'utiliser, mais on a vu que le rendement à l'utilisation, donc dans un moteur thermique plus derrière une boîte de vitesse, c'est 2 fois moindre que dans un véhicule à pile à combustible. Mais après, l'utilisation de l'hydrogène en combustion, il est déjà présent et mature technologiquement dans les fusées, par exemple, et il tend à être développé dans les avions, donc pour les réacteurs. Mais je pense pas et on pense pas que ce soit pertinent pour la mobilité terrestre parce que pour des questions de rendement, comme je vous l'ai dit, on aura besoin de 2 fois plus d'hydrogène pour faire la même distance avec un moteur thermique. Si les rendements sont sensiblement pareils d'un moteur thermique en utilisant de l'essence qu'en utilisant de l'hydrogène, ça reste à vérifier. Ça, on n'a pas, ça, on sait pas. Mais on pense que c'est vraiment beaucoup moins rentable énergétiquement. Voilà. Ok, alors effectivement, hein, cette piste-là est clairement la stratégie que développe l'industrie aéronautique, notamment, et le spatial. Hein. Effectivement, c'est pas la piste c'est pas la piste principale, en tout cas, qui est suivie pour la mobilité terrestre. Oui, vas-y, Alain. Peut-être compléter parce que on nous a beaucoup parlé il y a quelques mois de Airbus qui envisageait de faire des moteurs, des avions à hydrogène. Et là, nous avons clairement l'utilisation du moteur thermique, enfin des turbines à gaz, qui vont utiliser de l'hydrogène et donc avec un rendement qui est là assez médiocre. Hein. Dans ce cas-là, effectivement, on va utiliser de l'hydrogène. La filière électrique en aviation n'est pas possible parce que beaucoup trop lourde. Hein. Vous avez vu déjà que le stockage d'hydrogène occupe, même à l'état liquide, utilise beaucoup plus de place, 4 fois plus de place qu'un litre de kérosène. Donc, si on passait avec des piles à combustible pour produire l'électricité, pour entraîner des moteurs électriques, pour entraîner les hélices, ce serait très monstrueux et inacceptable en termes de masse. Ok. Il y a une question d'Alfred sur pourquoi la pollution de H2 à partir du mixte EU est plus grande que celui à partir du reformage. Alors,
le vaporeformage, comment ça marche en fait? C'est-à-dire qu'on va prendre notre molécule de gaz naturel, donc ça va être beaucoup de méthane par exemple, entre autres, et on va en quelque sorte on va lui faire subir des procédés thermiques, et ça va la transformer en hydrogène tout en émettant du CO2, puisqu'on a du carbone dans le méthane. Et donc ça, c'est un procédé qui est utilisé depuis très longtemps, qui a un très bon rendement. Maintenant, si on fait de l'électrolyse à partir d'un mix européen, donc on part d'un mix qui est assez carboné, puisque si on prend l'exemple de pays d'Europe de l'Est qui vont avoir énormément de charbon, par exemple, et donc on a beaucoup de carbone dans cette électricité. Mais il faut savoir que pour passer donc de notre énergie première, qui va être donc du charbon ou du gaz naturel ou quoi que ce soit, avant d'arriver à de l'électricité, on a déjà un rendement de centrale qui est assez faible, de l'ordre de 30 à 40% maximum, il me semble, ça je suis pas très sûr, mais donc qui est quand même déjà relativement faible si on le compare à celui du vaporeformage. Et ensuite, on a à nouveau un nouveau rendement qui est de l'ordre de 60% jusqu'à 80% sur l'électrolyse. Donc en fait, on a cette mise en série de rendement qui va faire que de l'énergie principale, on en a beaucoup moins à la fin, et donc on a beaucoup plus d'énergie principale qui est utilisée à la base. Puisqu'on part d'une énergie qui est carbonée, ça va consommer beaucoup plus ça va émettre beaucoup plus de carbone si on a un moins bon rendement. Je ne sais pas si c'était clair, mais voilà. Ok. Il y avait une question concernant la réinjection possible d'hydrogène dans le réseau de gaz naturel. Effectivement, depuis quelques années, Gaz de France et puis ensuite tous les distributeurs de gaz ont fait des essais et ont montré l'intérêt, que la possibilité d'injecter de l'hydrogène avec le méthane. On peut monter jusqu'à des taux assez de 10%, sans grande difficulté. L'intérêt étant de stocker. Le réseau gaz constitue un élément de stockage énorme. Sinon que derrière, l'utilisation de cet hydrogène va être l'utilisation qu'on fait du méthane, c'est-à-dire principalement une utilisation thermique. Donc on est très loin de l'énergie noble mécanique que l'on peut obtenir à partir de l'hydrogène qui passe dans une pile à combustible et qui va reproduire de l'électricité. Donc, ok, on peut injecter de l'hydrogène dans le méthane, mais les utilisations principales seront des utilisations thermiques avec, je dirais, la chaleur n'étant pas une énergie noble. Voilà, l'énergie mécanique. Et si je peux rajouter un petit peu quelque chose par rapport à cette réponse, c'est qu'aujourd'hui, dans les réseaux de transport donc de gaz naturel, on a donc quasiment que du gaz naturel. Et ce qui se passe, c'est que mettre de l'hydrogène, ça pourrait avoir ça pourrait entraîner des problèmes sur ces réseaux. Et donc, aujourd'hui, on va en mettre des quantités qui sont très faibles. Par contre, une manière d'utiliser cet hydrogène dans les réseaux, ça va être aujourd'hui de le combiner avec du gaz carbonique pour fabriquer à nouveau du méthane. Donc ça, c'est le procédé de méthanation. Et donc là, ça va permettre de stocker de l'énergie à partir d'énergie électrique qu'a fabriqué de l'hydrogène directement dans les réseaux avec quelque chose qui est connu dans les réseaux. Ok, donc il y avait une question aussi sur de Lilian Martinez sur hydrogène ou batterie pour quel type de véhicule. Alors c'est vrai qu'on a parlé beaucoup là plutôt de voitures, mais c'est une question effectivement qui se pose sur auto, poids lourd, bus. Comment on se positionne là-dessus entre hydrogène ou batterie? Alors, à ce niveau-là, c'est vrai que l'hydrogène, il va être intéressant pour des flottes qu'on va dire captives, c'est-à-dire où on va avoir un électrolyseur, une unité de fabrication d'hydrogène qui va être fixe, et c'est des voitures qui vont pouvoir, des flottes qui vont pouvoir revenir à cet endroit pour se réapprovisionner. Donc ça peut être pour des taxis ou des bus par exemple. Par exemple, pour les bus, on sait que au niveau autonomie d'un bus à batterie, on aura 150 km en gros, et que le bus va avoir besoin de toute une nuit, par exemple, pour se recharger.
Donc, si une flotte de bus a besoin de faire plus de 150 km par jour, eh ben, il faudra opter pour des bus à hydrogène si on veut une mobilité propre. Donc, c'est vrai que, en fait, un des grands avantages de la mobilité hydrogène par rapport à la mobilité batterie, c'est qu'on peut avoir un réapprovisionnement d'énergie beaucoup plus rapide. Donc, un remplissage de réservoir va se faire dans un temps sensiblement équivalent à une voiture, un véhicule thermique, tandis que pour les véhicules à batterie, eh ben, on aura besoin de beaucoup plus de temps. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant. Par exemple, de manière anecdotique, pour les chariots élévateurs, bah, c'est très intéressant de se tourner vers des chariots qui vont être propulsés avec de l'hydrogène parce qu'on n'a pas besoin de surdimensionner notre flotte. Si on travaille en 3-8, par exemple, on aura un temps de rechargement de nos véhicules qui seront beaucoup plus rapides. C'est vrai qu'au niveau mobilité lourde, donc pour les poids lourds, c'est la mobilité hydrogène, donc l'utilisation de l'hydrogène seul, c'est encore assez balbutiement et c'est pas très au point. C'est souvent couplé avec une batterie, donc des véhicules hybrides hydrogène et batterie. Voilà. Ok. Il y avait une question sur le positionnement des autres pays européens dans le développement de l'hydrogène. Donc là, ce qu'on peut dire, hein, c'est que globalement, il existe, comme c'est le cas aussi sur l'aspect véhicule électrique et batterie en particulier, il y a un plan européen de hydrogène, le plan hydrogène européen, qui est doté de mémoire je crois, la France a prévu d'y consacrer 7 milliards dans les 10 prochaines années et l'Allemagne 9 milliards dans les 10 prochaines années, plus bien sûr d'autres pays. Donc il y a effectivement une action européenne. Et pour la France, ça passe notamment par ce qui est en train de se mettre en place dans le cadre des plans de relance, du plan de relance de l'économie en lien avec. Alors, je ne sais pas si c'est à cause ou si ça a été un élément, on va dire, déclencheur, mais en lien avec la crise du Covid. Donc, il y a une action évidemment européenne sur cet aspect-là. Je prends la question de Callisto, Callisto Genko, qui compare le PCI de l'hydrogène et le PCI de l'essence en disant qu'il y a 140 mégajoules dans l'un et seulement 40 dans l'autre. Faire attention, le PCI est une chose, mais ensuite le rendement de la machine thermique qui vient derrière est fonction du cycle thermodynamique qui est fait dedans. Si vous utilisez un moteur à hydrogène, un moteur à explosion, le faisant fonctionner à l'hydrogène, vous aurez le rendement d'un moteur à explosion. Si vous utilisez un moteur diesel, à ce moment-là, vous pourrez imaginer, si vous êtes capable d'injecter l'hydrogène en fin de compression, vous aurez un rendement qui se rapprochera qui sera celui d'un moteur diesel. Le PCI du carburant n'a pas d'influence sur le rendement même, c'est le cycle thermodynamique qui donne ce rendement. Attention, donc aussi, on compare ici des masses. Un PCI est une énergie massique, et Edgar tout à l'heure a bien mis en évidence l'inconvénient de l'hydrogène, c'était que même à l'état liquide, il a un encombrement beaucoup plus grand, il est 4 fois plus, il a une masse volumique 4 fois plus faible que celui d'un hydrocarbure. Donc, certes, le PCI est plus grand, mais le volume occupé étant beaucoup plus grand, le gain n'est pas aisé. Troisième chose, stocker de l'essence à pression atmosphérique est aisé. Stocker de l'hydrogène liquide, même si elle est très compacte, va nécessiter des réservoirs calorifugés avec des calorifuges extrêmement encombrants. Voilà, une mise au point peut-être sur ce point-là. Il y avait un point là de Lilian Martinez sur l'hydrogène dans les
comme moyen de propulsion donc pour les avions. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on a, je crois, dit tout à l'heure. Hein. La piste envisagée côté plutôt aéronautique et spatiale, hein, c'est l'utilisation de l'hydrogène directement en injection dans les réacteurs. C'est une piste qui suit son cours, mais la problématique principale Alors, sera probablement je peux compléter avec ce que disait Alain, oui, je complète là-dessus. Sur les réservoirs. Oui, je complète en cela que vous avez peut-être vu des esquisses d'Airbus. Actuellement, les carburants liquides kérosène sont stockés dans les ailes. Il est inenvisageable, compte tenu du fait qu'il faut avoir des réservoirs calorifugés, de mettre l'hydrogène dans les ailes. Donc, on est obligé d'utiliser des espaces dans la carlingue pour stocker l'hydrogène. Et pour le moment, les esquisses qu'on voit fait qu'on perd pas mal de volume utile hein, pour le fret ou pour les passagers. Hein. Donc, certes, c'est une des solutions, mais ce sera peut-être pas la même solution que celle qu'on connaît aujourd'hui, hein, en termes d'encombrement notamment. Ok, il y avait une question sur de Christelle Tandonnet. On parle de transport d'hydrogène dans des matrices comme l'ammoniac. Qu'en est-il de cette technologie? Alors, à ce niveau-là, c'est vrai qu'on peut transporter donc de l'hydrogène dans des hydrures chimiques. Donc, ça peut être dans des hydrures, dans des liquides organiques hydrogène carriers, donc LOHC, par exemple, qui sont des consommés chimiques en fait avec des grandes capacités d'absorption de l'hydrogène. Donc, on va permettre donc de stocker de l'hydrogène. Le méthanol et l'ammoniac, donc, qui sont de bons supports de stockage de l'hydrogène. Donc, par exemple, voilà, donc c'est des méthodes qui peuvent permettre de stocker l'hydrogène, mais c'est vrai que ça va pas être forcément ce qu'on va retenir pour l'utilisation dans les réservoirs des véhicules thermiques, des véhicules terrestres, par exemple. Je peux compléter en disant que les hydrures métalliques ont été très souvent utilisés. Hein. Il y a eu des essais avec d'une start-up il y a quelques années pour stocker de l'hydrogène sous cette forme-là. C'est une piste intéressante parce qu'elle permet de stocker l'hydrogène à pression atmosphérique et à température atmosphérique, hein, ou quasiment atmosphérique. Elle a l'inconvénient d'être quand même assez lourde. Hein. Les premiers essais ont été faits il y a plusieurs décennies. En Allemagne, il avait été envisagé de faire fonctionner des taxis, des véhicules thermiques avec de l'hydrogène. Et des taxis berlinois avaient été équipés de moteurs thermiques Mercedes, tout simplement, qui fonctionnaient à l'hydrogène avec des réservoirs hydrures métalliques. Hein. Donc c'est une technologie qui existe, qui en termes d'encombrement peut être intéressante, en termes de masse peut-être limite, mais c'est des choses qui peuvent toujours faire des progrès aujourd'hui. Ok, il y avait une question, on va peut-être prendre encore deux ou trois questions. Donc il y avait la question d'Adrien Emery sur l'hydrogène pour le stockage d'énergie renouvelable. Alors ça, donc on en a rapidement parlé, et effectivement, c'est une solution qui est envisageable, qui est même envisagée, je dirais, où en fait l'hydrogène permettrait donc de stocker pendant un temps beaucoup plus long que ce qu'on est possible de faire pour de l'électricité avec des batteries et en quantité beaucoup plus grande. Donc de l'électricité qui serait produite à un instant donné et qu'on aurait besoin de consommer plus tard. Après, les systèmes de stockage, inertie et gravité, ça va être des choses qui vont stocker des quantités d'énergie relativement faibles. Donc, ils marcheraient, mais pour stocker de l'électricité, on va probablement pas s'intéresser à ça. Et donc, certes, l'impact reste supérieur, mais si on cherchait à hybrider un petit peu ce système, ça serait plus avec de la batterie qui, en fait, va être très pratique pour stocker de l'énergie à la journée, par exemple,
et où l'hydrogène prendrait la suite pour stocker de l'énergie électrique sur des durées plus longues comme la semaine, voire même du stockage intersaisonnier. Simplement pour compléter un peu cette réponse, juste petite précision, c'est que le rendement de ces installations, ça va être, en étant optimiste, de 50%. Donc ça reste pertinent, mais il va falloir surdimensionner nos méthodes de production d'électricité parce que 50% de l'électricité amont va être perdue en fait dans ce système. Actuellement, le stockage, oui, je complète sur là-dessus. Le stockage par gravité est fort intéressant d'un point de vue rendement. Hein. Sinon qu'est-ce que c'est dans les faits? Ce sont des barrages sur des rivières ou dans des vallées ou des barrages d'altitude. Donc, ce sont des centaines d'hectares qui sont stérilisés et des gens qui sont déplacés. Donc, dans des pays comme la France, mais dans très nombreux pays, ce sont des solutions qui sont difficilement envisageables à grande échelle. Hein. Donc, le rendement est excellent pour la gravité, mais l'encombrement est tel et l'impact environnemental est effroyable. Hein. Il y avait une question de Callisto Genco aussi sur la production de vapeur. Effectivement, certains s'inquiètent en disant si nous utilisons l'hydrogène comme carburant, nous allons produire de la vapeur d'eau. C'est effectivement une question. Est-ce que cette vapeur va être recondensée? On pourrait imaginer de la recondenser pour ne pas la libérer. Hein. Certains y mettent comme cette proposition, ne pas libérer puisque nous sommes partis d'eau liquide, nous l'avons transformée en oxygène, hydrogène, et nous relibérons de l'eau sous forme vapeur. Pourquoi ne pas la condenser? Hein, la condenser, ce qui nous ferait au passage récupérer un petit peu d'énergie, de chaleur. Hein, voilà, pour éviter de libérer trop de vapeur qui participent au gaz à effet de serre. Très bien. Je crois qu'on peut prendre peut-être encore une question. Il y avait une question de Richard Levoin sur le... On l'a pas traité, hein, je crois. Je crois pas, non. Sur l'hydrogène pour remplacer les carburants. Qu'en est-il pour remplacer les énergies carbonées dans les process industriels, acier, engrais? Ouais. Peut-être que ici, notre travail, le travail de nos deux étudiants qu'ils ont présenté, s'est concentré principalement sur la mobilité. Hein. Nous avons choisi intentionnellement de limiter leur étude parce que il est évident que les processus chimiques qui utilisent notamment le méthane aujourd'hui pour la fabrication d'engrais agricoles sont des process qui pourraient utiliser l'hydrogène. Mais vous savez que pour produire une tonne d'engrais, il faut à peu près une demi-tonne de méthane, hein, et que aujourd'hui la consommation de l'agriculture est la consommation de méthane faite par l'agriculture pour la production d'engrais est une part très importante de la consommation de méthane. Remplacer l'hydrogène dans cette phase-là pourrait être séduisant a priori, sinon que n'oublions pas que l'hydrogène n'est pas une source primaire, hein, et que pour produire de l'hydrogène, il nous faut de l'électricité si on veut qu'elle soit propre et que cette électricité soit produite à partir d'énergies renouvelables. C'est-à-dire que nous en serions, si nous faisons le rendement de la production d'engrais à partir d'hydrogène renouvelable, hein, nous allons avoir peut-être des choses qui seront difficilement acceptables, hein, une fois de plus. Oui, peut-être juste pour compléter, donc sur la partie aussi industrie lourde, hein, aciérie, etc. Bien sûr que ces pistes-là sont bien sûr envisagées et on va dire en développement.
je vois aussi, c'est un peu en lien du coup avec la question aussi de Lilian Martinez, est-ce que la filière hydrogène n'a de sens que si la production d'électricité est décarbonée? Eh ben, quelque part, hein, oui, un peu, parce que si on utilise de l'électricité carbonée pour fabriquer, pour produire de l'hydrogène, vu les rendements dont on a parlé précédemment, il n'y a pas réellement d'intérêt. Dans ce cas-là, il vaut mieux utiliser directement l'électricité carbonée. Sauf à faire du vaporoformage à partir du méthane et de faire de la captation de CO2 derrière. Hein, ce qui énergétiquement n'est pas simple non plus, hein, et grève les rendements. Hein, voilà. Donc partir de méthane, récupérer l'hydrogène et pour n'avoir que et fixer tout de suite le CO2, capter tout de suite le CO2, mais on sait que cette technologie-là à grande échelle, pour le moment, n'est pas, je dirais, dirons-nous, mature. Et même si pour l'instant ça reste quelque chose qui a l'air intéressant comme ça, on ne sait pas vraiment comment ça va réagir à 50 ans, tous ces genres de réservoirs de CO2. Tout à fait. Voilà, ben écoutez, je crois qu'on est arrivé au terme de notre webinaire. Donc, merci à toutes et à tous, merci à tous les participants et à tous les intervenants aussi, à nos étudiants. On vous a mis dans la conversation une adresse de contact qui, je crois, est pas bonne. C'est contact h2@icr.eu. Il n'y a pas de R. Je vais vous la remettre. Et bien sûr, vous pouvez continuer à nous consulter, à nous contacter sur cette adresse-là. Hein, donc, contact h2@ic-arts.eu. Voilà. Merci à toutes et à tous. Et puis, à bientôt pour un prochain webinaire. Vous serez prévenus des prochains webinaires qui seront organisés par l'Institut Carnoir prochainement. Voilà, alors justement, Philippe, j'en profite, je rebondis sur votre phrase pour justement dire à nos participants qu'ils peuvent d'ores et déjà s'inscrire au prochain webinaire, justement, qui a lieu donc le 4 mai à 11 h. Alors, ce que je vous ai mis là en haut, c'est le lien pour accéder directement au formulaire d'inscription. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus pour directement accéder au formulaire et vous inscrire. Et puis, on avait dit qu'on mettrait les slides d'aujourd'hui en téléchargement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais justement les mettre en partage. Je les récupère là et je vais vous indiquer tout de suite comment on fait pour les récupérer. Voilà, donc maintenant que le fichier est en partage, vous pouvez cliquer dans votre tableau d'événements en haut à droite de l'interface. C'est vraiment le tout dernier icône tout en haut à droite de la page. Et quand vous cliquez dessus, vous accédez aux infos sur l'événement et dans un deuxième onglet au fichier partagé. D'ailleurs, vous avez aussi une petite mention là en haut à gauche qui vous dit qu'un nouveau fichier a été ajouté. N'hésitez pas à télécharger le fichier qui a donc les présentations d'aujourd'hui. Voilà, donc merci à nos intervenants et puis on vous laissera quelques minutes avant de clôturer la salle simplement pour que vous puissiez télécharger le PDF et vous inscrire. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir, merci à tous. Au revoir.